Bonjour à tous, merci pour cette invitation à débattre, si je peux dire, avec l'OPEX. Donc, Jean-François Delfrécy, je suis médecin, je suis professeur d'immunologie émérite à Paris-Saclay. J'ai dirigé longtemps l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites. Puis ensuite, je me suis très impliqué dans les maladies émergentes, en particulier dans Ebola. Et donc, j'ai été nommé président de ce comité scientifique Covid début mars 2020, sur lequel on pourra revenir. Je suis fondamentalement donc un médecin et un scientifique qui a dirigé une unité INSERM. Je ne suis pas, comme on me présente souvent, un conseiller médical qui a suivi les présidents successifs. Il se trouve qu'il y a eu plusieurs crises successives. Mais mon métier de base, et qui reste mon métier, j'ai encore une consultation à Bicêtre, c'est d'être un médecin et auprès des patients. Alors, plutôt que de vous parler du passé, je vais vous parler de notre vision actuelle au niveau du conseil scientifique. Fin décembre, quand je présentais un peu finalement sur un topo un peu général de ce drame, de cette pandémie, j'avais une sorte de tragédie en trois actes. La première qui correspondait à la première vague, la seconde à la deuxième vague, et la troisième qui débutait à partir de janvier 2021 et qui était finalement la sortie un peu de cette tragédie avec l'arrivée des vaccins plus rapidement qu'on ne l'avait imaginé et qui nous menait, après des stratégies vaccinales qui étaient à mettre en place et qu'on de toute façon on savait d'avance qu'elles seraient longues, qui pouvait nous mener à une sorte d'immunité en population pour l'été, et donc avec une sortie de crise, je dirais, à l'automne 2021. Et puis, juste avant Noël, tout a changé et s'est confirmé malheureusement tout début janvier avec l'arrivée des variants. Et je vous rappelle très vite, mais vous le savez, qu'on a en même temps l'arrivée de plusieurs variants. Un variant que j'appellerai UK, je vais les appeler par leur nom de pays, ce qui n'est pas bien, mais qui est plus simple que si je vous inflige le 501, YZ3, etc., auquel qui est plus complexe. Mais ce n'est pas bien parce qu'évidemment, il y a une sorte de forme d'ostracisme en parlant de ça. On sait bien, on se souvient de tous les débats sur l'appellation grippe espagnole. Voilà. Il n'y avait rien d'espagnol et c'est resté dans les habitudes, Il faut faire vraiment attention. Alors, on va parler quand même néanmoins du variant UK qui est apparu, vous le savez, fin septembre en Angleterre, puis qui a progressé très rapidement. Les Anglais ont des capacités de séquençage importantes, donc ont mis en évidence d'une part cette pénétration, en particulier dans la région de Londres et dans le sud-est de l'Angleterre, puis son extension, et ont rapidement finalement montré qu'il avait un niveau de transmission qui était plus élevé. Si on parle d'un R0 classique A1 pour, je dirais, le variant normal, c'est-à-dire l'absence de variant, eh bien, on estime que le variant anglais est à 1,4. Il n'est pas plus pathogène, contrairement à ce qui a été un peu annoncé. Il y a eu des doutes au départ sur sa capacité de transmission élevée. Est-ce que c'était un fait scientifique ou est-ce que c'était une utilisation politique par le gouvernement anglais? Il y a eu une discussion au niveau des médecins, des épidémiologistes sur le sujet. Maintenant, les choses sont claires. Il y a véritablement un facteur de transmission élevé. Ce qui a conduit donc à une majorité de ce variant, un variant demi, qui est devenu majoritaire, et donc avec un niveau de transmission, et donc avec un niveau de contamination, et donc avec une surcharge du système de soins que vous connaissez à Londres et qui a conduit l'Angleterre à se confiner de façon drastique à partir juste de Noël. Relevons aussi que l'Angleterre était avec des conditions de précaution sanitaire beaucoup moins élevées que celles qui étaient en France. Et ça reste vrai sur le fond, en particulier sur le port du masque, sur l'ouverture d'un certain nombre de lieux d'exposition. Donc on était dans un modèle différent. Ce variant, après 3 semaines, presque 4 semaines de confinement, il commence à voir la courbe se casser à Londres. Je vous rappelle qu'il y a eu avec un décalage la même chose en Irlande, avec un décalage de 15 jours à 3 semaines aussi, on voit l'augmentation du variant, et qu'on a un autre modèle qui est très difficile aussi, c'est le modèle portugais. À l'occasion des fêtes de Noël,
et de jour de l'an, il y a eu beaucoup je dirais, d'interpénétration avec des Portugais qui travaillent en dehors du Portugal. Le variant anglais est arrivé, il était à 6% la première semaine, à 14% la deuxième semaine, il est à 23% la deuxième semaine. Donc ce variant est en France. On a pour ça un système de surveillance via le séquençage qui est moins élaboré qu'en Angleterre, qui n'est pas non plus nul comme je l'entends parfois. Il y a une capacité de séquençage qui est importante. Elle doit être augmentée. Elle est en cours d'augmentation d'ailleurs. Et il ne faut pas opposer une stratégie de surveillance via des tests PCR avec une stratégie de séquençage. Il nous faut de la surveillance avec les tests PCR et du séquençage. C'est vraiment les deux qui est l'un appuyant l'autre. Alors, on a les derniers chiffres, on a des enquêtes, une grande enquête qui a été réalisée, une enquête flash le 8 et 9 janvier, une deuxième enquête qui a été réalisée hier, mais on a aussi des données en région parisienne réalisées par l'ensemble des laboratoires de virologie, qui a l'ensemble des techniques pour le réaliser, et globalement, on est maintenant pratiquement à 14% à Paris. On est probablement autour de 9 à 10% dans la région sud de la France. Il y a une grande hétérogénéité selon les régions, avec des régions qui sont beaucoup moins touchées. C'est d'ailleurs le cas aussi en Angleterre, où ça reste quand même avec une série de régions. Donc il y a des différences, mais toutes les régions sont touchées, y compris en France, mais avec des niveaux de pénétration du virus qui est variable. Sur la grande question évidemment vis-à-vis de ce variant, c'est est-il sensible au vaccin, à la réponse immunitaire induite par les vaccins. Et la réponse est pour l'instant oui, très probablement. Ce sont les données à la fois avec les deux vaccins de type mRNA, où les données sont plutôt rassurantes, de la même façon que la neutralisation par des cocktails d'anticorps monoclonaux ou par des sérums de sujets déjà ayant fait un Covid, et il y a une neutralisation de qualité sur le variant anglais. Le variant sud-africain est encore plus difficile, si je peux m'exprimer ainsi, puisqu'il a un niveau de transmission qui est un petit peu plus élevé que le variant anglais. Il est apparu dès le mois de novembre-décembre en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a un réseau de recherche qui est de très haut niveau, qui s'est construit autour du VIH. Pratiquement 15% des patients des essais pivots de phase 3 des essais de Moderna et de Pfizer ont été réalisés en Afrique du Sud, pour vous montrer le niveau que ça représente. Il y a un réseau très connu de vaccinologie en particulier. Il a comme particularité, lui, d'être avec un niveau de transmission légèrement plus élevé que l'anglais, peut-être des formes cliniques un tout petit peu différentes et un tout petit peu plus précoces. Donc. Et enfin, le dernier point est que malheureusement, une série de données suggèrent que les anticorps monoclonaux ne le neutralisent pas et les anticorps de patients ayant fait un Covid ne neutralisent pas non plus. Pour le vaccin, c'est des données qui sont le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Certaines données suggèrent qu'il y a une neutralisation par des sérums de sujets qui ont été vaccinés. D'autres données, et en gros, il y a 3 papiers qui sont sortis dans la dernière semaine, montrent qu'il y a une perte de sensibilité au vaccin de l'ordre de 40%. Le variant brésilien, il y a 2 types de brésiliens, mais on va parler d'un seul. Pardon, juste pour vérifier, quand vous dites perte de sensibilité, vous entendez quoi ici par sensibilité? C'est-à-dire une perte quand on analyse ensuite, quand on prend non pas le virus sauvage, mais des souches qui ont été reconstituées avec les mutations correspondant au virus sauvage, qu'on prend ensuite des sérums de sujets qui ont été vaccinés, et ensuite quand on compare la capacité de ces sérums à neutraliser la souche ancestrale ou au contraire la souche sud-africaine, eh bien on s'aperçoit que les sérums, donc c'est bien une réponse anticorps uniquement, des sujets vaccinés, neutralisent la souche sud-africaine, mais avec une diminution d'environ 40% en termes de titres. La souche brésilienne est donc dans le nord et les forêts du Brésil autour de Manaus. C'est à peu près la même histoire que la souche sud-africaine. Elle est mal neutralisée par des anticorps neutralisants. Elle est mal neutralisée par les anticorps de sujets ayant déjà fait un Covid. Et elle est
on a très peu de données sur la sensibilité au vaccin. Alors, ce qui est je reviendrai sur les questions qui se posent à partir de là, et la question qui se pose en particulier pour la France là, dans les semaines qui viennent, si on réfléchit d'une sorte de philosophie de la relation entre l'hôte et le virus, pourquoi ces variants surviennent-ils au bout d'un an de Covid ? Quelle est l'explication ? Est-ce qu'on est passé à côté de variants qui seraient survenus de façon antérieure ? Non. Il y a des systèmes de surveillance au niveau planétaire, d'une série de laboratoires de virologie sous l'égide de l'OMS ou d'autres très grands laboratoires qui séquencent très régulièrement et qui surveillent, entre guillemets, des variations importantes du virus. Ce virus mute en permanence. Il y a des petites mutations qui ont été observées. On est peut-être à la 250e ou la 300e mutation. Mais aucune d'entre elles n'avait entraîné de modifications phénotypiques, c'est-à-dire se traduisant soit par une transmission accrue, soit par une pathogénicité accrue. Là, c'est en l'occurrence ce dont on parle pour ces variants, c'est essentiellement un facteur de transmission accrue. Je vous rappelle, R passant de 1 à 1,4 ou à 1,5, ce qui est quand même extrêmement significatif. Alors pourquoi ces variants au bout d'un an ? Alors l'autre point d'intérêt est le fait que le variant brésilien survient à Manaus. Manaus est considéré par les épidémiologistes comme la ville qui avait atteint une immunité en population qui était de l'ordre de 70%. Ça avait été extrêmement touché par des vagues successives dans des conditions sanitaires très difficiles au Brésil. C'est une population très jeune à Manaus, en général. Il y a eu beaucoup de décès parmi les populations les plus âgées, mais l'immense majorité des cas étaient survenus sur la population jeune et qui avait été donc infectée avec la présence d'anticorps. C'est ce qu'on appelle cette immunité en population, où on se rappelle que l'objectif des vaccins est d'arriver à finalement une immunité en population de l'ordre de 70%. Eh bien, c'est ce qui était obtenu à Manaus. Et pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi Manaus a finalement l'arrivée d'un nouveau variant qui n'est pas reconnu par les anticorps précédents ? Et ça pose la question de la capacité du virus, qui par définition a des mutations un peu aléatoires, c'est la vie de virus, mais qui peut être éventuellement dirigé par une pression de sélection immunologique en population ou au niveau individuel pour sélectionner tel ou tel type de mutation qui lui permet d'échapper, entre guillemets, ce qu'on appelle un échappement immunitaire, qui lui permet d'échapper à finalement quelque chose qui le neutralise. Alors, pourquoi le variant sud-africain ? Il a été évoqué que parce qu'il y avait beaucoup de patients immunodéprimés, je vous rappelle que l'Afrique du Sud est le pays qui a en termes absolus, le plus grand nombre de patients VIH qui est traité, plus ou moins bien traité. Et donc, une des explications avait été que ça survenait plus vite chez les patients immunodéprimés. L'autre constatation, ce n'est pas une explication, est le fait qu'au Cap, on avait atteint 45% d'immunité populationnelle et qu'au Cap, on voit survenir un virus qui échappe également aux anticorps neutralisants chez les sujets du Cap. Alors, évidemment, ça sème un petit trouble sur la relation, je dirais, entre hôte et virus. Par contre, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Le modèle ne marche pas pour l'Angleterre et le variant anglais se comporte donc de façon très différente. Et enfin, l'immunité induite par les vaccins a probablement une immunité plus forte, plus solide, plus durable que l'immunité induite par l'infection elle-même. Et donc, c'est un élément qui est quand même à prendre en compte dans ce tableau un peu gris que je vous donnais. Il y a un élément positif qui est autour de la réponse immunitaire induite par le vaccin, qui est probablement plus forte que la réponse immunitaire induite par l'infection. Alors, je termine rapidement pour que vous puissiez me poser des questions. Et qu'en est-il au niveau français ? À partir des premières données, c'est-à-dire qu'en France, on a finalement une double infection en ce moment. On avait une infection, une circulation du virus à un niveau relativement important. La France est plutôt bon élève dans la situation actuelle au niveau européen, après avoir été passé par des périodes variables. Mais quand on se compare par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, qui avait été très bon élève qu'on nous donnait en permanence, par rapport aux Suisses, par rapport aux Belges, par rapport à l'Espagne, par rapport au Portugal, l'état sanitaire, je dirais, l'état de multiplication du virus et de contrôle de ce virus est probablement plus adapté. Donc on a affaire à une double circulation.
une circulation du virus ancestral et une circulation du nouveau mutant qui pénètre de façon rapide, puisque je vous dis, on est à peu près à 14% en région parisienne, et je vois mal ce qui pourrait l'arrêter, entre guillemets. Les mesures de couvre-feu ont permis de tenir cette situation qui est déjà très limite en termes de retentissement sur le système sanitaire, en termes d'occupation des lits, en termes de nouvelles hospitalisations. Il y a des régions de France, vous le savez, qui sont en situation de tension, en particulier en Franche-Comté, dans le sud de la France. Mais il y a aussi des situations qui sont maintenues, comme en région parisienne, par exemple, où la situation est maintenue. Mais l'arrivée du variant, quand on fait des projections, et à l'intérieur du conseil scientifique, vous le savez, nous travaillons avec des scientifiques qui sont des modélisateurs. Et le conseil scientifique travaille avec, bien sûr, les membres du conseil scientifique, mais chaque membre du conseil scientifique est une tête de pont de sa communauté scientifique et redescend vers sa communauté scientifique. Donc les modèles, ce ne sont pas les modèles d'un seul homme, c'est les modèles d'une communauté qui est derrière et avec plusieurs modélisateurs. Et nous montre que si on suit, en prenant quelque chose de pente, entre guillemets, de type modèle anglais, eh bien on va se trouver dans une situation à peu près à la mi-mars, avec un virus extrêmement dominant, avec un facteur de transmission très élevé, et donc avec des conséquences sanitaires en termes d'hospitalisation en réa, de toucher la population la plus ancienne et la plus fragile de façon importante. D'où la question posée avec l'arrivée de ces variants, une situation qui était dans un équilibre fragile et déséquilibrée par l'arrivée d'un variant ayant une capacité de transmission beaucoup plus élevée que le virus ancestral, un variant sud-africain qui est déjà en place, comme je vous l'ai dit, à plus petit niveau de 1 à 2%, mais qui va évidemment s'étendre. Bon. Par ailleurs, donc c'est une vraie question. Donc, que peut-on faire, entre guillemets, et quelles décisions, qui ne relèvent évidemment pas du comité scientifique, mais qui sont des décisions politiques. Je suis bien clair là-dessus. Le comité scientifique n'est là que pour éclairer et donner les enjeux au pouvoir politique. Alors, un point à part, mais qui est vraiment une question très importante à mes yeux, c'est l'outre-mer. La France, en effet, a des relations, vous le savez, avec à la fois des départements, avec la Guyane d'une part, qui est très proche, finalement, dans une vision de la région de Manaus, enfin des forêts de Manaus. La frontière n'existe pas. Il y a toujours eu du passage, on le sait, dans les deux sens. Normalement, cette région de Guyane qui a fait l'objet d'une vague très importante à l'été et qui était un peu protégée, entre guillemets, par l'inversion de la saison, puisque ce virus est relativement sensible dans sa relation avec le climat, là va se trouver avec une pénétration du virus du variant du brésilien qui est en train de se faire. Hein, et il est illusoire de penser qu'on va pouvoir l'arrêter. Hein, qui connaît la Guyane sait qu'on ne pourra pas l'arrêter, il va passer dans notre territoire de Guyane. Même chose du côté de l'océan Indien, où ce virus sud-africain est déjà monte très vite le long de la côte est de l'Afrique, au Mozambique, hein, où nous avons eu un ou deux cas importés du Mozambique récemment en France. Et puis surtout, il y a des liens importants avec la Réunion et Mayotte. Et Mayotte est dans une situation sanitaire de fond, indépendamment du Covid, qui est déjà extrêmement difficile, vous le savez, pour de multiples raisons, et qui là est probablement avec un variant sud-africain qui a déjà très largement pénétré. Alors Mayotte est une population très jeune, hein, donc la conséquence sur la population Mayotte en général sera relativement faible en termes sur les conséquences en termes d'entrée, sur les quelques lits de réanimation qu'ils ont ou d'hospitalisation. Sauf que, évidemment, c'est une situation avec un virus qui se transmet beaucoup, qui va quand même être extrêmement tendue dans les semaines qui viennent. La Réunion, qui est un autre modèle, les premières données que nous avons montrent que le virus sud-africain est déjà de l'ordre de 5 à 6%. Donc voilà, je termine là-dessus pour vous indiquer que donc, à nos yeux, l'arrivée de ces variants, pour toute une série de questions d'ordre scientifique de fond, hein, de philosophie, une fois de plus, de la relation entre virus, hôte, réponse immunitaire, de la sensibilité au vaccin
est en train de modifier la donne. Certains ont parlé d'une épidémie dans l'épidémie, d'autres d'une deuxième pandémie. Moi, je crois que c'est l'histoire naturelle, en fait, hein, et qu'on va avoir des variants il va y en avoir d'autres. Hein, donc, il faut se donner les outils de surveillance adaptés pour le faire et se donner, en termes de vaccination, une très grande souplesse sur la construction des vaccins et surtout, bien penser que il faut qu'on maintienne en termes de vaccins, et sinon, vous avez écouté Alain Fischer et je ne vais pas rentrer, je dirais, on est très en face, hein, on se voit très souvent, donc les choses sont très claires, qu'il n'y a aucune équivoque à cet égard, mais ça montre bien ces sensibilités un peu diminuées à certains vaccins pour certains de ces variants, l'importance de conserver une réponse immunologique parfaitement forte et adaptée, et donc de respecter les règles sur la vaccination. Merci beaucoup pour cette introduction. Avant de passer la parole au rapporteur, je vais rappeler pour celles et ceux qui nous suivent qu'il y a possibilité aussi de poser des questions sur la plateforme mise à disposition par l'Assemblée nationale à partir de la page web de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, à partir de la page web de l'OPEXT. Vous retrouvez à la une l'affiche de cette audition et vous pouvez suivre le lien qui est indiqué pour poser vos questions. Il y a déjà un certain nombre de questions en ligne. Je vais donner la parole au député Jean-François Eliaou, l'un des rapporteurs. Je vais commencer par les rapporteurs. Merci, Monsieur le Président. Mon cher collègue, mon cher Jean-François, merci d'être là. C'est vraiment très important et très intéressant de pouvoir discuter avec vous. Alors, vous savez que l'OPEXT a une mission, je dirais, constitutionnelle dans la mesure où on est là comme parlementaire pour évaluer et contrôler les politiques publiques et l'action du gouvernement. Et c'est dans cette action-là, dans ce cadre-là que nous nous situons. Et donc, je vais vous poser deux séries de questions, enfin, deux types de questions. Premier type, concerne la partie, je dirais, médicale et scientifique. Il y a des variants, vous l'avez bien expliqué, c'est très clair. Il y a le vaccin, c'est également très clair. Et vos explications sur la relation hôte microbe ou hôte virus et évidemment l'importance de l'immunité antivirale, vous l'avez clairement également énoncé. Moi, j'ai une question qui concerne justement le risque d'échappement lié à la pression de sélection exercée sur le virus, et on n'est pas étonné de ça, hein, et vous l'avez bien expliqué également, qui pourrait être, et je voudrais avoir votre avis là-dessus, qui pourrait être dû, la conséquence des mesures que nous prenons actuellement, des mesures sanitaires que nous prenons. Ces mesures sanitaires, pourquoi je dis ça? C'est parce que ces mesures sanitaires sont plus ou moins efficaces, mais on a vu quand même leur efficacité cet été avant le rebond, pour diminuer l'épidémie de la souche ancestrale. Les vaccins également arrivent. Et est-ce que, c'est une question scientifique, est-ce que ça ne fait pas le lien quelque part de l'émergence d'un certain nombre de variants avec les conséquences que ça pourrait avoir, qui ne seraient pas forcément dirigées contre la population des personnes âgées, mais plutôt dans ce cadre-là vers la population plus jeune, avec des conséquences qui ne seraient pas forcément pathologiques, mais qui seraient paralysantes pour la société, et également avec un risque, plus il y a d'infections, plus il y a de risques de formes graves. Donc c'est la première question. Est-ce que l'émergence de nouveaux variants, la pression de sélection exercée sur le virus n'est pas favorisée, facilitée par les mesures que nous prenons, et on est obligé de les prendre, hein, y compris bien entendu la vaccination, et les conséquences que ça peut avoir. En termes de conséquences, bien entendu, on a parlé du séquençage, des capacités de séquençage, mais on sait tous que le séquençage n'est pas une technique de routine pour faire du diagnostic, en particulier du diagnostic virologique. Donc, quid des kits qui permettraient non pas d'avoir une suspicion de l'apparition d'un nouveau variant, mais être plutôt en veille pour dessiner d'emblée des kits qui pourraient faire le diagnostic, comme ça s'est fait pour VIH1, VIH2, etc., pour voir les différentes souches afin d'être peut-être précis dans les statistiques et être plus en amont d'une réponse sanitaire ou thérapeutique vis-à-vis de ces nouvelles souches, enfin en tout cas de ces variants.
On peut multiplier les plateformes de séquençage, bien entendu, mais jamais on n'arrivera à la souplesse que l'on a avec des kits que l'on peut faire pratiquement chez soi et qui nous permettraient d'avoir une vision beaucoup plus précise de la dissémination de ces virus. De la même façon, est-on assez agile, et vous l'avez peut-être évoqué dans vos derniers propos, est-on assez agile sur la préparation permettant d'anticiper l'arrivée de nouveaux vaccins qui seraient plus adaptés, hein, sachant que les variants sont connus, leur séquence est connue, et que notamment avec les virus à partir d'ARN synthétique, je dirais il est facile de synthétiser des vaccins. Après, faut-il encore qu'ils soient efficaces, etc. Mais en tout cas, est-ce qu'on est dans cette situation-là? Ça, c'était la première série de questions scientifiques qui sont toutes reliées. La deuxième question concerne les relations que le conseil scientifique et que vous avez personnellement avec l'exécutif. Et ça, on est plus dans notre mission de contrôle et d'évaluation, dans la mesure où, effectivement, plus on se rapproche du corps médical, et je sais de quoi je parle, plus on est inquiet, plus on est en alerte, plus... Bon. Et la relation est parfois peut-être un peu compliquée, pas parce que les politiques ne comprennent pas la science ou ne comprennent rien à la science, mais parce qu'ils ont d'autres contraintes. Et comment se fait cette relation? Alors, pas personnelle, parce qu'on n'a pas, enfin, personnellement, ça ne m'intéresse pas de savoir si vous entendez bien avec le président de la République, c'est pas ça la question. Mais quelle est votre puissance d'impact, si je peux dire, en tant que conseil scientifique, et vous en tant que président de ce conseil scientifique? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Un coup Assemblée, un coup Sénat. La parole à la sénatrice Sonia de la Provôté. Oui, professeur, merci beaucoup voilà, de vos propos liminaires qui ont amené déjà beaucoup d'informations. Moi, j'ai deux questions. La première est celle d'une montée en puissance dans la population d'une acceptabilité moins bonne en matière de reconfinement et de mesures annoncées qui sont clairement mal vécues. On voit ça et là des formes de révolte, des restaurants ouverts, etc. Tant le poids finalement de l'impact social, sociétal et économique de ce qu'on vit depuis un an pèse sur les personnes et du coup a tendance à amoindrir la prise de conscience du risque sanitaire. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous voyez la façon de communiquer, parce que effectivement, vous l'avez dit très bien, on est dans une situation certes pas encore à l'acmé, mais c'est le moment où il faut agir en amont. Et comment voyez-vous une communication simple, intelligible et pour convaincre nos concitoyens d'affronter à nouveau des mesures de restriction et un confinement? Et si je dis ça, c'est parce que, par exemple, le couvre-feu à 18h, ça et là, on entend des doutes sur son efficacité. Et finalement, un certain nombre de mesures qui ont été prises montrent que ça contribue à une moindre acceptabilité de la population. Et donc sur les variants, en réalité, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un discours aussi clair que celui que vous venez d'avoir, mais aussi peut-être un seul canal de communication, parce que les interventions d'un certain nombre d'interlocuteurs, institutionnels ou non, font que le doute s'installe et je pense que l'acceptabilité va être très difficile. Or, en l'état actuel des choses, le confinement est la seule mesure qu'on a trouvée pour diminuer la circulation virale. On n'a pas atteint le taux d'immunité en population nécessaire pour pouvoir diminuer cette circulation. Et donc, j'aimerais avoir votre point de vue sur les voies et moyens pour que cette prochaine mesure qui va arriver puisse être acceptée et quels sont pour vous les arguments clés sur lesquels il faut absolument s'appuyer pour pouvoir convaincre tout le monde de cette nouvelle mesure. Moi, je voudrais aussi poser une question sur le séquençage.
Dans le séquençage, donc on est vraiment très axé sur le variant britannique, UK, comme on dit. On sait qu'il y a les autres variants. Leur taux de pénétration en France n'est pas du tout de la même importance. Mais en réalité, nous n'en sommes pas du tout exemptés et le variant sud-africain pourrait très bien apparaître avec sa puissance même supérieure de diffusion par rapport aux variants britanniques. Comment, dans l'organisation du séquençage national, on est en capacité proprement d'avoir un état des lieux de l'arrivée de ces variants et pensez-vous, puisqu'on voit quand même qu'il y a une régionalisation, même en Angleterre il y a une régionalisation, ne pensez-vous pas que dans ces mesures que nous devrions prendre en compte et mettre en place, comme les mesures de confinement, ne pensez-vous pas que la régionalisation ou la départementalisation, peu importe, en tout cas la territorialisation de certaines mesures, pourrait être une façon efficace pour pouvoir confiner en quelque sorte ces variants dans un secteur dans lequel on pourrait, si ce n'est les éteindre, en tout cas diminuer largement leur diffusion à l'échelle du pays. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole au député Gérard Le Seul, rapporteur lui également. Merci, Président. Merci, professeur, du temps que vous nous consacrez. J'aurais 3 rapides questions à vous poser. Vous l'avez dit, nous en sommes tous convaincus, les vaccins constituent l'espoir majeur pour limiter l'impact, voire pour résoudre en grande partie la pandémie de la Covid-19. Mais vous nous avez un petit peu inquiété tout à l'heure en disant que finalement ce qui avait été initialement prévu, c'est-à-dire une sortie à l'automne 2021, est repoussé. Pensez-vous que dans ce contexte, le fait d'avoir pour le moment vacciné 1 million de Français nous met globalement dans les clous? C'est-à-dire, est-ce que nous sommes dans les temps pour permettre de diminuer les pics d'hospitalisation, comme vous l'indiquiez dans votre avis du 12 janvier dernier? Deuxième question, toujours dans votre avis du 12 janvier, qui était très intéressant, dans les points clés d'ailleurs que vous avez résumés, vous indiquez, et je rejoindrai ma collègue Sonia de la Provôté, qui vous a interpellé tout à l'heure sur le sujet, vous indiquez que plus les décisions sont prises rapidement, plus elles sont efficaces et plus elles permettent d'éviter des mesures de restriction sanitaire plus dures dans un second temps. Et dans une certaine mesure, vous faisiez des propositions. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on n'est pas en train de trop temporiser? Est-ce qu'il y a des mesures d'urgence à prendre rapidement? Et puis, troisième question, qui remonte beaucoup, en tout cas dans ma circonscription, sur les réseaux sociaux. J'ai rencontré aussi des collectifs de médecins. Que pense le Conseil scientifique? Que pensez-vous de la recommandation de l'Académie de médecine concernant de supplémenter préventivement toutes les personnes carencées en vitamine D? Je vous remercie par avance. Merci beaucoup, chers collègues. La parole à la sénatrice Florence Lassarade. Merci, Président. Merci, professeur, de nous éclairer à nouveau. Moi, j'ai écouté votre interview sur BFM TV, je crois que c'était mardi matin. Vous étiez extrêmement alarmiste vis-à-vis de la population pour apparemment préparer un confinement rapide. Ce confinement, en fait, on l'attend toujours. Le couvre-feu paraît plus ou moins efficace, plus ou moins respecté. C'est vrai que quand on est médecin, on se pose également d'autres questions assez simples vis-à-vis des deux extrémités de la vie. Moi, je suis pédiatre, vous le savez, donc je pense que tous les parents sont inquiets de savoir ce qu'on va faire de nos enfants. Donc là, vous n'avez pas parlé de la diffusion pédiatrique de ces variants. On a dit que les enfants seraient vraisemblablement plus contagieux avec ces variants-là. Est-ce que c'est pas ce qu'on disait? Est-ce que c'est pas ce qu'on disait en mars 2020? On avait envisagé de fermer les classes et d'ailleurs les enfants ont été complètement confinés parce qu'on les pensait très contagieux. Est-ce qu'à nouveau c'est pas le sujet finalement, parce que depuis qu'ils portent le masque à l'école, il semble qu'ils se contaminent quand même beaucoup plus dans leur famille. Et c'est ce que
ce que dit la Société française de pédiatrie, qui recommande surtout de ne pas confiner les enfants qui ont des problèmes du coup psychologiques assez importants. On sait que les étudiants souffrent également terriblement de la situation depuis un an. J'en viens à la santé mentale finalement de toute la population. Est-ce que on peut considérer que ce couvre-feu suivi d'un confinement probable, l'angoisse que ça peut générer à l'avance, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux dire, bon, allez, on y va, on confine un bon coup quelle est votre influence sur les décisions du gouvernement à ce sujet? Ensuite, on a parlé également d'un chèque psy pour les étudiants. Je ne sais pas si c'est le remède est à la hauteur des dégradations psychologiques qu'on a constatées. Et dernière chose, moi, qui m'inquiète beaucoup, parce que j'ai un CCAS dans ma commune, on a fait une enquête pour savoir quelles personnes de plus de 75 ans on amenait au centre de vaccination, d'ailleurs très, très proche, à quelques kilomètres, si tant est qu'un jour les vaccins arrivent jusque-là. Il y a énormément de refus de vaccination chez cette tranche de population, peut-être parce que je suis en Nouvelle-Aquitaine qui a été peu touchée par l'épidémie, mais néanmoins, c'est très, très, très alarmant quand on sait que le pays entier est à l'arrêt parce qu'on craint pour nos aînés une arrivée en réanimation. Moi, je me demande s'il n'aurait pas fallu préconiser une obligation vaccinale, comme on l'a fait pour les jeunes enfants, pour les 11 vaccins. Est-ce qu'on n'aurait pas dû préconiser une obligation vaccinale pour cette tranche de population? J'ai peur qu'on se heurte, une fois que les vaccins seront là, à ce sujet. Et dernière question, alors plus technique. Il semblerait quand même que le Pfizer, BioNTech et le Moderna puissent s'adapter aux variants et ne soient pas si inefficaces que ça sur les variants. Qu'en est-il par contre des vaccins à base d'adénovirus comme AstraZeneca ou d'autres vaccins plus traditionnels? Je ne parle pas d'une autre qu'on a abandonnée. Ça m'amène à poser la question également de la fierté française sur ses capacités à produire un vaccin. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Ça fait beaucoup de questions. J'y ajouterai 2 questions très brèves dans ce premier tour. Professeur, vous nous évoquiez, évidemment, il y a aussi des aspects, on l'a vu dans certaines des questions, des aspects qui relèvent des sciences humaines et sociales, des questions psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est par rapport au conseil scientifique dans son fonctionnement, quelles sont les compétences que vous avez en interne, les différentes spécialités, quelles sont celles sur lesquelles vous allez chercher des avis ailleurs, quel est le mode de fonctionnement du conseil avec la communauté scientifique? Et puis j'ai une deuxième question. Vous avez parlé tout à l'heure dans votre propos en gros 3 vagues. Je me souviens d'une audition dans laquelle, avec un épidémiologiste, dans lequel on expliquait bien qu'en vrai, on avait commencé à perdre le contrôle de l'épidémie en juillet ou en août, en tout cas très tôt, et que c'est jamais revenu. On a vu aussi que dans le deuxième confinement, on n'est jamais redescendu en dessous des seuils qu'on avait prédéfinis comme étant le retour à la normale. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire avec du recul sur l'ensemble de la dynamique depuis mars? C'est pas vraiment 3 vagues, c'est pas non plus un seul événement. Quels enseignements on tire de tout ça? Voilà pour cet ensemble. Ça fait beaucoup de questions. Et on aura un deuxième tour de questions après encore. Beaucoup de questions correspondant à un sujet extrêmement chargé, bien sûr. À vous la parole, professeur. Bien, tout d'abord, le conseil scientifique, qui sommes-nous, comment fonctionnons-nous et finalement quelles sont nos relations avec les autorités sanitaires de ce pays. Alors, on est 12, le conseil scientifique ça a été formé le 10 mars à la suite d'une réunion de scientifiques qui avait eu lieu à l'Élysée quelques jours précédemment. Le conseil scientifique a été formé avec des propositions que j'ai pu faire et des propositions qu'a fait le ministre de la Santé. Et puis nous sommes tombés d'accord sur un certain nombre de noms. Je l'avais souhaité multidisciplinaire,
Il comprend en particulier, bien sûr, virologues, réanimateurs, infectiologues, modélisateurs, épidémiologistes, mais aussi un médecin généraliste qui est impliqué dans le collège de l'HAS. J'avais souhaité également qu'il y ait des scientifiques des sciences humaines et sociales, et nous avons une anthropologue spécialiste des maladies émergentes et un chercheur du CNRS, professeur des politiques publiques à Sciences Po. Nous avons une représentation de la société civile pas suffisante à mes yeux, mais néanmoins présente, qui a d'ailleurs été nommée au niveau du Sénat, avec la présidente de l'association ADT Quart-Monde, donc des sujets en grande précarité, car on rappelle que cette pandémie, comme toutes les grandes pandémies, touche évidemment, est pleinement injuste et touche bien sûr les populations les plus fragiles, mais pas seulement liées à l'âge ou à des conditions physiques, mais aussi à des conditions de précarité. Nous fonctionnons, on s'est réunis 3 fois par jour pendant les 3 premiers mois, hein, et on fonctionne, chaque scientifique est un peu tête de ponge, comme je l'indiquais tout à l'heure, de sa communauté, et va chercher un certain nombre d'idées au sein de sa communauté, et puis on les fait remonter. On s'autosaisit, en gros on s'est autosaisi de environ 3/4 des sujets, et c'est seulement 1/4 de saisines que nous avons eues de la part des autorités sanitaires. Dernier point peut-être sur le mode de fonctionnement, j'avais souhaité que les avis du conseil scientifique soient publics. Je vous rappelle que par exemple l'équivalent du conseil scientifique anglais, il était anonyme. D'une part, ils ne sont pas restés longtemps parce que c'est vite sorti évidemment dans la presse, mais n'avaient pas d'avis écrits. Moi, je souhaitais que vis-à-vis de nos concitoyens, les avis puissent être écrits, que la presse puisse les avoir, que les différentes autorités puissent les avoir. Il y a un délai, c'est-à-dire qu'on les donne d'abord aux autorités sanitaires et gouvernementales, et puis ensuite, il y a un délai souvent de quelques jours, et entre-temps, il peut y avoir des décisions politiques qui ont été prises en s'appuyant sur ces avis, alors que l'avis sort légèrement après. Sur la question posée toujours de relation du conseil scientifique avec l'exécutif, bon, je crois que c'est extrêmement clair, hein. Le conseil scientifique est là pour éclairer l'exécutif. Il n'est pas là pour décider de quoi que ce soit. Les décisions sont des décisions éminemment politiques et elles sont prises par les politiques. Voilà. Le conseil scientifique met sur la table un certain nombre de points qui lui paraissent de points de situation, d'enjeux qui lui paraissent importants, de points difficiles, de points clés. Éventuellement, c'est là où c'est probablement le plus difficile à comprendre pour la population. On s'appuie en effet on a une vision, je dirais, nous sommes déjà, pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes en train de réfléchir là maintenant sur le post, ce qui sera je ne sais pas quoi, que décidera le politique au plus haut niveau, c'est comment on sort d'une situation aussi difficile que celle-là. Vous voyez ? Donc on essaie en permanence d'anticiper un peu les questions qui peuvent se poser. Les relations donc avec le politique nous suit ou ne nous suit pas, ce sont des décisions politiques, c'est à lui de les prendre. Je constate que dans beaucoup de cas, il nous a suivis, et puis on a quelques cas, je peux vous en donner 2-3 exemples, où il ne nous a pas suivis, et où par exemple sur l'école au mois de mai, et où finalement l'exécutif a souhaité réouvrir les écoles, nous souhaitions les conserver fermées jusqu'au mois de juillet, et il a eu raison, hein. Après, a posteriori, vous me demandiez la vision que j'avais, il a eu raison, c'était parce qu'il y a évidemment une vision sanitaire, mais il y a une vision sociétale et il y a une vision économique qui est en jeu, que nous avons aussi, hein, on n'est pas complètement borné dans notre affaire sanitaire. Deuxièmement, un deuxième élément, on réclamait la constitution d'un comité citoyen de liaison citoyenne, de discussion avec la société pour faire remonter un certain nombre de points. Pour des raisons diverses, les autorités ne l'ont pas mis en place. Elles l'ont mis en place, mieux vaut tard que jamais, avec autour du vaccin et du CESE, vous le savez, depuis quelque temps. Enfin, dernier point, et c'est peut-être là le point le plus sensible, c'est dans des situations difficiles, où on sent bien qu'il y a une évolution, que la situation est à un point clé, un peu critique qui peut se poser. C'est la situation qu'on a eue au mois de septembre. Nous avons souligné l'importance de la reprise de l'épidémie et l'arrivée dite d'une deuxième vague, entre guillemets, avec les nuances qu'on pourrait y apporter, et où il y a parfois un décalage entre le signal donné par le conseil scientifique
et la décision politique. Mais ce sont des décisions, une fois de plus, très complexes. On est également dans cette période-là où on a donné des signaux et, bien sûr, la décision politique sera prise, je dirais, je ne sais pas quand d'ailleurs, c'est une décision qui sera prise par le politique. Sur ce dernier point, la situation actuelle, je vous ai donné la situation épidémiologique en France. Je considère qu'on est dans quelque chose d'urgent, et je ne retire pas mes paroles sur l'idée que plus on prend une décision vite, plus ensuite elle est, je dirais, elle a une activité qui est importante. Ne confondons pas l'urgence et l'extrême urgence sur des décisions aussi complexes que reconfiner un pays, quelle que soit ou en tout cas poursuivre un couvre-feu, quelle que soit la décision qui sera prise pour la politique. Ça mérite que les enjeux, on le voit bien, et vos questions le montrent bien, que les enjeux sanitaires soient évidemment des enjeux importants, mais ils ne sont pas les seuls. Les enjeux sociétaux, les enjeux d'acceptabilité des mesures, les enjeux de conséquences pour notre jeunesse. Croyez que le comité scientifique, je suis moi-même grand-père, hein, on est des citoyens comme les autres, hein, et on se rend parfaitement compte des enjeux extra-sanitaires qui peuvent être existés et donc de la difficulté des décisions. Donc bien sûr, on est dans un moment où il va falloir prendre des décisions. Est-ce que ces décisions étaient depuis le début de la semaine à un jour près, comme je l'entends partout? La réponse est non. Prenons le temps d'essayer de construire de façon intelligente la moins mauvaise des réponses pour construire autour de cela. Donc voilà sur les relations entre le comité scientifique et son mode de fonctionnement et le politique. Alors après, de très très nombreuses questions hein, sur les diagnostics, les kits de séquençage, etc. Oui, il faut pas non plus, enfin, il faut à la fois une stratégie de kit de PCR diagnostic, vous avez parfaitement raison, et puis à côté du séquençage. Mais il ne faut pas non plus penser que tout va résoudre, que les séquençages vont tout résoudre. Les kits diagnostiques, pour l'instant, sont construits avec des PCR qui donnent des signaux d'alerte, mais qui ne donnent pas des signaux positifs en disant c'est tel ou tel type de variant. Cela dit, ces PCR, je dirais, qui permettraient de discriminer, de dire immédiatement si c'est un variant anglais ou un variant sud-africain, nous allons les avoir dans les jours ou dans les semaines qui viennent. Elles sont déjà construites par les laboratoires de virologie à la PHP et elles vont être disponibles. Donc, c'est exactement la réponse à la question que vous posez. Par ailleurs, le séquençage, oui, il est important néanmoins parce qu'il permet une surveillance sans a priori, c'est-à-dire si on séquence, on est capable de voir arriver un nouveau variant, c'est ce qu'ont vu les Anglais d'ailleurs, hein, qui n'était pas connu. La technique de PCR permet seulement finalement d'avoir une surveillance diagnostique d'un variant qu'on connaît déjà et dont on connaît les mutations. C'est donc, n'opposons pas la stratégie de technique de PCR montée avec Santé publique France, l'ensemble des laboratoires de virologie, et soyons un peu positifs une fois de plus, la France est probablement le seul pays d'Europe qui est capable de sortir en ce moment des chiffres assez précis sur l'arrivée des variants. Hein. Je vous ai donné quelques chiffres au Portugal, par exemple, et en Angleterre, bien sûr, mais l'Allemagne, là aussi, exactement la pénétration de ces virus en Allemagne n'a pas le modèle de suivi et de dépistage de séquençage que nous avons mis en place. Elle va l'avoir. Enfin, ils sont pas plus idiots que nous, hein, mais c'est pour vous dire qu'on est aussi réactif sur un certain nombre de sujets. L'agilité sur les variants et la stratégie vaccinale. Oui, alors là, on rentre dans la relation avec les vaccins. Donc, pour être bien clair, hein, je rappelle que les 2 vaccins mRNA, finalement, couvrent et permettent d'induire une réponse immunitaire qui permet de neutraliser le variant anglais. C'est comme ça le point essentiel, là, je dirais, à tous partager ce soir. Et puis, si en effet, il y a des pénétrations d'autres variants. Les techniques de vaccins mRNA permettent d'anticiper cela. Alors, il y a 2 questions qui sont sur la table autour de ces vaccins et de l'arrivée éventuellement de variants. Premièrement, vous savez qu'on ne connaît pas la durée exacte de protection de réponse immunitaire induite par ces vaccins, qu'on estime de quelques mois. Après, on ne sait pas trop. Et il y a déjà une stratégie menée par ces compagnies, et avec les scientifiques d'ailleurs, de se dire on pourrait rebooster la réponse immunitaire avec une nouvelle vaccination, je dirais, dirigée classique, comme était le variant initial,
ou bien contre un nouveau variant qui serait apparu. C'est-à-dire une population qui aurait été vaccinée pourrait être revaccinée au bout de 9 mois, par exemple. Ils sont en train de tester ça avec un vaccin directement dédié vis-à-vis de tel ou tel variant. Et puis, ils vont plus loin, et on discutait tout à l'heure avec Alain Fischer et Marie-Paul Kenny, avec le patron de Moderna, où ils sont en train de construire la capacité de vaccin et possédant plusieurs mRNA dirigés contre différents variants, c'est-à-dire des vaccins plurivariants. Ils sont même en train d'essayer de construire des vaccins qui permettraient à la fois de couvrir la grippe et le coronavirus. Bon, est-ce qu'ils vont y arriver ? Point d'interrogation. La technique, en tout cas, le permet. Et ils ont déjà un certain nombre de données, puisque des vaccins contenant plusieurs mRNA sont actuellement disponibles contre le cytomégalovirus. Et c'était le vaccin sur lequel ils s'étaient plongés avant d'arriver sur le corona, Moderna. Et ils ont déjà donc ils savent qu'on peut en plus petite quantité, et non pas avec les quantités initiales du vaccin, parce que sinon ça ferait trop gros sur la quantité de mRNA, mais en plus petite quantité, on peut construire un vaccin, je dirais, pluripotentiel et dirigé contre différents variants, qui pourraient donc s'adapter au fur et à mesure. Enfin, il faut souhaiter quand même que je dirais, la pression vaccinale, et c'est dans cette balance entre la sélection des variants et la pression vaccinale, il faut souhaiter que la pression vaccinale, c'est pour ça qu'il faut vacciner vite et le plus de personnes, permette de ne pas non plus multiplier, je dirais, la construction de vaccins plurivariants, parce que si on est en permanence en train de courir derrière, ça sera pas une bonne chose. Alors, deuxième type de question, c'est finalement l'acceptabilité et la crise, je dirais, un peu sociétale autour de cette crise. Je comprends parfaitement votre question, le conseil scientifique la comprend parfaitement. Si ça vous rassure, tout le monde en a assez, j'en ai assez moi aussi. Bon. Mais moi, ça n'a pas d'importance. Mais un plus jeune qui est un jeune étudiant qui est en première année, qui n'a jamais vu ses potes, un plus jeune qui n'arrive pas à trouver de boulot, un plus jeune qui n'arrive pas à trouver de petit ami, le conseil scientifique, sur sa dimension humaine et sociale, en a pleinement conscience. Et c'est un enjeu. Comment nous construisons la balance entre un tout sanitaire, c'est-à-dire c'est le choix qui a été fait jusqu'à maintenant de protéger les personnes les plus fragiles et les plus anciennes et de diminuer la morbidité-mortalité par rapport à une vision qui à la fois essaie de tenir le sanitaire, parce que je ne crois pas que les Français, ça je m'avance à titre personnel, mais envie d'avoir des images difficiles de trop de décès, parce que c'est une vision de la société que nous avons tous et qui est complexe, mais inversement qui permet aussi d'avoir une France qui vit. Et je comprends tout à fait. Ce n'est pas au Conseil scientifique de se prononcer là-dessus. Ce sont des décisions éminemment politiques, je le dis. Néanmoins, si vous voulez me pousser dans mes retranchements, je pense que nous sommes véritablement avec une question un peu sociétale et éthique, quasi éthique actuellement, finalement de politique générationnelle entre continuer à préserver la santé des plus anciens, mais peut-être au détriment de la santé des plus jeunes. Et c'est une vraie grande question auquel nous sommes très sensibles. Alors, la communication. C'est un élément fondamental. Le conseil scientifique n'est pas là. Il n'est pas là pour communiquer. Je vous rappelle qu'on communique à l'occasion de la sortie de nos avis pour être explicatif. J'essaie parfois de prendre la parole, mais vous avez pu, pas tellement souvent, même si mes prises de parole sont parfois surdimensionnées par les médias, pour expliquer. Je comprends parfaitement expliquer des sujets difficiles. Expliquer ce que vous disiez, c'est-à-dire finalement, pour le Français, qui est beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense, bien sûr, à chaque fois, qu'est-ce que ça veut dire un variant ? C'est un risque théorique. On lui raconte qu'on va se trouver avec beaucoup plus une pression sur les services de réanimation mi-mars, etc. Mais il ne voit rien. Il voit la France qui continue, là. Donc, c'est extrêmement compliqué d'expliquer comment l'arrivée d'un variant, en effet,
et il faut avoir une attitude préventive pour essayer d'éviter d'avoir trop de retentissement sur le système de soins et trop d'entrées en réanimation et de décès dans la période de fin mars, par exemple. La communication est la base de la confiance. La confiance, vous le savez, c'est un phénomène fondamental dans les crises, quel que soit le type de crise. Et la confiance, elle n'est pas là d'emblée, hein, elle se construit et on passe par au débat. Et j'ai pleinement conscience que de la même façon qu'il y a parfois des problèmes de confiance entre le citoyen et les politiques, il y a aussi des problèmes de confiance entre le citoyen et les scientifiques, mais c'est un autre débat que ce soir, et qui est une vraie leçon à tirer, me semble-t-il, de la crise Covid. Alors, le séquençage, je vous en ai déjà parlé. Ensuite, l'espoir avec les vaccins. Oui, les vaccins restent l'espoir, hein, c'est fondamental. Ce que j'ai voulu introduire, c'est qu'on avait un schéma assez simple en début d'année avec une sortie de crise pour la mi-octobre, enfin pour le mois d'octobre. On sent bien que on s'interroge sur finalement la survenue éventuellement d'un autre variant, hein, qui pourrait reposer une question. On s'interroge sur la durabilité des vaccins, mais aussi sur les réponses que je vous ai dites, la capacité aussi, l'ingénierie humaine qui va être capable de fabriquer de nouveaux vaccins. On s'interroge également sur finalement rentrer dans une sorte de vaccination chronique modifiée, qu'on modifierait chaque année vis-à-dire de ce virus. Je dirais, il faut être très prudent, il faut être très modeste vis-à-vis de ce virus, vraiment très modeste, je le dis vraiment en toute franchise. Je pense, me semble-t-il, une sortie de crise possible quand on aura vacciné l'immense majorité des personnes qui sont les plus à risque. Hein. Toutes ne seront pas vaccinées, hein, parce que, vous l'avez très bien dit, il y a des gens mais très peu de gens qui vont le refuser, à mon yeux, hein, dans cette population. Il y a des gens chez qui il y aura une réponse immunitaire qui sera moins bonne. Et si vous prenez 80% de vaccinés, 80% de réponses, 8 x 8, 64, vous avez quand même un tiers de cette population qui, du coup, ne serait pas protégée. Donc, vous voyez qu'il faut à la fois mettre beaucoup de choses dans les vaccins, mais penser à autre chose que les vaccins. Et probablement, les mois qui viennent vont être un élément très important pour autre chose que pour les vaccins, mais vont être sur la thérapeutique. Et sur la thérapeutique de prise en charge des personnes les plus à risque et d'un traitement immédiat dès qu'on a un traitement possible. Alors, est-ce qu'on est suffisamment... non, les vaccins, je vous ai répondu chez les sujets âgés. Les enfants, oui, les écoles. Oui, c'est un sujet évidemment qui est à la fois très, je dirais, très technique et très sociétal. Les données anglaises, qui initialement suggéraient que le variant anglais était plus transmissible au sein des écoles et des enfants, ne nous ont pas convaincus. C'est la raison pour laquelle vous avez vu dans nos avis le fait que nous recommandions, y compris avec les variants, la poursuite de l'ouverture des écoles. Parce qu'il y a d'autres enjeux, et vous en avez pleinement conscience, qui sont des enjeux sociétaux, et en particulier pour les enfants qui sont issus des classes les plus fragiles ou socialement défavorisées. Nous restons pour l'instant sur cette position. C'est-à-dire que, si vous voulez, quand vous avez une circulation de 100 du virus en population générale, on peut la chiffrer en général, je dis ce chiffre au hasard, hein, on peut la chiffrer dans le même temps à 60 chez les enfants, c'est-à-dire plus bas que dans la population adulte, et vous avez très bien dit que les enfants étaient infectés par les adultes et non l'inverse. Mais quand vous avez une circulation virale qui monte à 200 chez les adultes, eh bien elle monte à 120 chez les enfants, c'est-à-dire que les enfants sont aussi un facteur de transmission, mais ils ne sont pas un facteur de transmission particulièrement, je dirais, impliqués dans la transmission de ces variants. Donc, c'est un enjeu qui est évidemment totalement essentiel. Et pour l'instant, nous restons sur notre position. Si je regarde ce qui s'est passé au niveau européen, il y a la moitié et la moitié. La moitié des pays européens ont choisi de fermer les écoles. C'est le cas en Angleterre, par exemple. C'est le cas dans un certain nombre de pays. Et puis, la moitié d'autres pays européens a décidé de conserver les écoles. L'influence des préconisations du Conseil scientifique sur les décisions du gouvernement, j'y ai répondu tout à l'heure, hein, on sépare bien ce qu'est le Conseil scientifique, qui est là pour
pour présenter un certain nombre d'états des lieux et d'éclairage sanitaire, et les décisions sont celles des politiques. On est une grande démocratie. L'idée qui a un peu germé dans la tête des journalistes à une période en disant il y a un troisième pouvoir médical en France, vous oubliez immédiatement, c'est archi faux. Il y a bien sûr, en cas de crise sanitaire, le pouvoir politique entend ou n'entend pas ce que disent éventuellement les conseillers scientifiques ou médicaux. Mais c'est la même chose dans l'ensemble des pays. Les décisions, elles sont politiques. Enfin, sur la notion de vague que posait M. Milani, oui, vous avez raison. Peut-être c'est peut-être un peu simpliste, cette notion de première vague, de deuxième vague, et qui serait une troisième vague avec les variants. C'est peut-être, enfin, on est tous persuadés que c'est la même histoire, hein, et puis qu'en fonction des mesures de contrainte et de circulation, de changement de l'été qui arrive, du brassage des populations, eh bien, on passe par, de toute façon, l'idée n'est pas de contrôler et d'éradiquer ce virus. Hein. Vous avez tous compris ça. L'idée est de le maintenir à un certain niveau qui permette et de protéger, en tout cas jusqu'à maintenant c'était ça l'objectif, de protéger en priorité contre la morbidité et la mortalité les personnes les plus anciennes et les plus fragiles. Première grande question autour de la circulation du virus et de la question aussi où on se contamine, comment on se contamine, hein, qui est une question finalement, le sait-on après presque un an de pandémie. On commence à mieux le savoir à partir de 3 études qui sont toutes les 3 parues début décembre. Donc vous voyez que c'est relativement récent. Une étude américaine, une étude anglaise et une étude française menée par Arnaud Fontanet à l'Institut Pasteur, à partir de la déclaration de gens qui ont été contaminés, qui rentrent dans le modèle de déclaration de Covid, et à qui on demande s'ils sont volontaires pour répondre à un certain nombre de questions par mail, et puis qui ensuite participent à cette enquête. Alors, ce qui ressort, c'est qu'on se contamine lorsqu'on arrête de porter le masque et qu'on mange et qu'on boit, soit à l'extérieur, soit chez soi. On enlève son masque pour manger et boire avec des amis, de la famille, chez soi, des amis à l'extérieur. Ce sont les 2 modes de contamination les plus fréquents. Alors, vous allez me dire, les bars et les restaurants sont fermés, c'est exact. D'ailleurs, et l'épidémie continue, on entend parfois. Oui, puisqu'en effet, une partie de la contamination, et en particulier chez les plus anciens, il faut bien, s'ils sont contaminés, il faut bien qu'on se pose la question où ils se contaminent. Et la plupart des anciens font attention actuellement. Sauf qu'ils ne font pas suffisamment attention pour se protéger, entre guillemets, quand ils sont chez eux, vis-à-vis de leur famille, de leurs amis, des personnes qui viennent les voir, et que c'est le deuxième élément de contamination. Il y a d'autres, évidemment, il y a des repas, et chaque fois qu'on enlève son masque, et les repas possibles dans les restaurants d'entreprise sont aussi, possiblement, un lieu de contamination. Puis il y a une série d'endroits qui par contre, n'apparaissent pas clairement, parce que les gens en France, font très attention. Nos citoyens, les médias nous montrent essentiellement les minorités, mais la majorité des gens fait très attention en France. Vous le disiez tout à l'heure, il y a une population qui a peur maintenant, qui est inquiète, mais qui a été finalement relativement sage jusqu'à maintenant, qui a parfaitement toléré des mesures extrêmement difficiles. Donc, ils portent le masque dans les transports, et les transports ne sont pas réellement un lieu de contamination. Un certain nombre de commerces ne sont pas réellement un lieu de contamination. Donc, tout ça pour vous dire que plus une mesure peut s'appuyer sur une donnée scientifique où on peut raconter l'histoire à nos citoyens et expliquer pourquoi tel ou tel type de mesure est prise, plus elle est crédible, plus on établit un climat de confiance. Mais malheureusement, dans cette pathologie, les données que nous avons, elles sont relativement récentes sur la question vraiment simple, banale de dire mais où est-ce qu'on se contamine, comment on se contamine. Alors vous savez, on se contamine bien sûr à la fois par voie aérienne et par voie tactile, et d'où l'expression des mesures de protection. Mais
ces 3 études, qui sont toutes les 3 concordantes, et l'étude d'Arnaud Fontanet qui a été réalisée d'abord dans une première période sur la période du 1er au 15 octobre, puis ensuite du 1er au 15 décembre, puis ensuite maintenant sur la période avec une période de restriction et de couvre-feu, retrouve son solide, parce qu'on retrouve à chaque fois finalement les données qui peuvent être faites. Alors, sur la notion des flux et des transports, qui était là aussi une des premières questions, oui, après avoir dit qu'il y a ces tel ou tel lieu où on se contamine ou tel autre où le risque ne paraît pas tellement plus important, chaque fois qu'il y a du rassemblement, on multiplie dans une certaine mesure le risque de transmission. C'est assez clair quand même. Donc c'est une vraie question, mais inversement, vous avez vu qu'on se trouve dans une situation en France à la fois vis-à-vis des variants, mais pas seulement vis-à-vis des variants. Alors que même qu'on a laissé, je dirais, la circulation que vous évoquiez, monsieur le député, se faire entre différentes régions de France, eh bien, malgré cette forme de liberté dans une certaine mesure, vous avez des régions de France qui sont beaucoup plus atteintes que d'autres et d'autres qui sont moins atteintes. C'est en partie lié au phénomène des grandes métropoles, mais pas seulement. Et vous savez qu'il y a une sorte de carte. On a l'ouest de la France qui, jusqu'à maintenant, est relativement protégé à la fois vis-à-vis des variants et de niveaux de contamination relativement élevés, puis qu'il y a une partie centrale et est qui a été beaucoup plus touchée. Bon, par ailleurs, sur le problème des frontières, c'est un sujet complexe sur lequel les États européens ont jusqu'à maintenant répondu avec une vision européenne. Ce que je peux vous dire, moi, je n'ai pas à rentrer là-dedans dans cette discussion qui est une discussion éminemment politique. Je resterai dans le sanitaire et pour vous dire que le variant anglais, il est déjà en France, et on a toujours eu de la circulation avec l'Angleterre. Quand on peut imaginer qu'on va retarder l'arrivée du variant sud-africain dans la métropole pendant un certain temps, mais de toute façon, il va finir par arriver parce qu'il y aura des contaminations qui arriveront de toute façon. Et par contre, il est déjà arrivé parce qu'il y avait des liens qui étaient forts. Et au nom de quoi les couper ? Parce que l'Afrique du Sud, jusqu'à maintenant, les pays africains étaient très peu touchés par la contamination. Au nom de quoi les couper avec la Réunion et avec Mayotte. C'est donc ce virus, il est transporté par les hommes. Les hommes ont des contacts. Faut-il bloquer l'ensemble de la circulation ? C'est une question qui est politique et sur laquelle je ne souhaite pas entrer. Deuxièmement, sur le financement de la recherche, le fait que nous n'ayons pas de vaccin français, entre guillemets, et le problème de souveraineté. Bon, ça rejoint une question à la fois de la recherche académique, des startups qui nous dépasseraient là ce soir, mais aussi des big pharma. On a une très grande big pharma en France, qui est pourtant une spécialiste de vaccins, qui est Sanofi, et qui, pour des raisons diverses, ils le reconnaissent eux-mêmes, a eu, je dirais, un départ pas dans les meilleures conditions sur la mise au point d'un vaccin. Bon, en termes de doses de vaccinales. Donc, en effet, nous ne sommes pas au rendez-vous de la production d'un vaccin, en tout cas dans l'immédiat. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas au rendez-vous à l'automne, dans le 4e trimestre de l'année 2021. Bon, et pour l'instant, donc, c'est en effet ces vaccins qui sont issus de recherches académiques. Pour certains, on voit bien l'AstraZeneca avec Oxford, ou de grandes startups comme Pfizer, avec la start-up allemande, ne sont pas, en effet, pour l'instant, n'ont pas été, je dirais, issus de recherches directement issues de laboratoires français. Vous avez vu également que le vaccin rougeole, porté par le virus de la rougeole, s'est arrêté dans la collaboration qu'il y avait entre l'Institut Pasteur et Merck, parce que les premiers résultats n'étaient pas suffisamment solides par rapport aux données déjà existantes par les vaccins. C'est la recherche, c'est la recherche. Et puis, il y aura probablement un retour de Sanofi à un moment donné. Alors, est-ce que c'est lié au problème du financement de la recherche ? Je ne vais pas me lancer là-dedans. Sachez seulement, je vais vous donner un chiffre, que quand on regarde les publications sur le Covid, depuis le début de la pandémie, la France, il y a des systèmes de classement qui permettent de le faire, est en 5e position. C'est-à-dire, c'est notre classement assez habituel, à vrai dire. On est en 5e ou 6e position
dans la recherche en biologie. Ce sont des données issues d'une étude bibliométrique réalisée par Reacting et l'INSERM. Les questions autour de la démocratie sanitaire et de la communication. Madame la sénatrice, on se connaît, nous sommes connus au CCNE en effet. C'est un domaine qui m'est cher, hein. Ce triangle de construction entre le politique qui décide, le scientifique qui éclaire et le citoyen qui donne aussi son éclairage. Et je pense que la notion même de démocratie en santé est construite sur ce type. Elle n'a pas été tellement au rendez-vous, disons-le, dans cette crise Covid. Parce que sidération, parce que toute une série de raisons, parce que beaucoup de top-down par certains côtés, et on est dans des situations de crise. Je le regrette, je suis comme vous. Nous avions le conseil scientifique qui avait souhaité avoir la constitution d'un comité citoyen de liaison, je vous l'ai rappelé. Finalement, ça s'est fait, ça s'est fait avec le comité autour du vaccin, et surtout, ça s'est fait en région. Finalement, c'est peut-être mieux que ça ne soit pas centralisé, comme nous, on avait une idée centrale, un peu trop d'ailleurs, et ça s'est fait en région. Vous avez ce type de comité citoyen en relation avec des scientifiques qui existe à Grenoble, qui existe à Lyon, qui est en train de se monter à Paris, qui existe à Strasbourg, qui existe à Rennes, et où il y a une discussion avec les autorités régionales, les maires, les responsables de grandes métropoles qui s'est faite. Donc, elle existe, elle est arrivée avec un peu de retard, mais elle existe. Sur ce dont vous m'accusez, sur les problèmes de communication, vous m'accusez, je dirais, entre guillemets, entre dire l'urgence et l'extrême urgence. Non, je maintiens ma position. Le Conseil scientifique n'a jamais recommandé, dès début janvier, relisez nos textes, qu'il fallait rentrer dans le confinement dès début janvier. Ça aurait été... On a dit, attention, surveillons, voyons ce qui se passe après les fêtes de Noël et du 31 janvier, regardons ce qui se passe. Et il faut penser à avoir une surveillance active. À partir de la mi-janvier, on a évoqué différents scénarios en fonction de l'arrivée des variants. Bon. Et puis, je maintiens ma position qui est pour eux, sur une décision... Vous voyez bien que la situation en ce moment, les services de réanimation ne sont pas non plus totalement pleins. Enfin, on voit bien la tension qu'il peut y avoir entre une vision sanitaire de dire il faut absolument faire quelque chose pour éviter un drame, entre guillemets, à la mi-mars ou à la fin mars. Et puis de l'autre côté, je vous ai entendu aussi, attention, il y a la santé mentale des plus jeunes, il y a une acceptabilité en population qui va devenir difficile. Donc on voit bien que ce sont des décisions qui méritent d'être pensées, réfléchies, construites et avec des propositions. C'est là où je voulais indiquer le pauvre médecin que je suis, vous indiquez qu'il y a une différence entre un gamin de 18 ans qui vient de se planter sur le périphérique, il faut 3 équipes chirurgicales pour l'opérer, c'est dans l'heure, et puis il faut y aller vite, et puis vous avez un cas difficile qui demande à faire une IRM, des examens radiologiques, et on a 2-3 jours pour faire un diagnostic et y aller. C'est ça que je distingue entre l'extrême urgence et l'urgence. Mais bien sûr qu'il y a urgence à une semaine, hein. Il y a urgence à une semaine, mais il n'y a pas une semaine, il n'y a pas urgence à 2-3 jours, c'est ça que j'ai voulu indiquer. Alors, la maladie post-Covid, ou le Covid long, oui, c'est une très bonne question, et c'est vrai qu'on en parle un peu moins, mais sachez qu'il y a des recherches qui sont en cours sur le sujet. Il y a plusieurs cohortes sur le suivi des patients Covid de ce type qui existent, qui sont menées par l'ANRS Reacting, la nouvelle agence de recherche qui existe depuis le 1er janvier. Sur différentes, vous avez évoqué les aspects pulmonaires, il y en a d'autres. Il y a également des aspects cardiovasculaires, neurologiques qui existent, psychiques qui existent. Et donc, il y aura un colloque autour du Covid de longue durée, du Covid long, qui sera organisé par la NRS Reacting, je dirais d'ici, normalement, en fonction des événements bien sûr, mais d'ici le mois de mars. Et il y a des relations entre cette cohorte et des données que nous avons également avec nos collègues allemands et nos collègues anglais. Car sachez aussi que dans la construction de la recherche et des questions de recherche opérationnelle, on essaie, comme le comité scientifique, d'avoir énormément de relations avec les étrangers. Moi, j'ai passé mon temps, là, au cours des 15 derniers jours, à des calls avec les Anglais, les Sud-Africains, les Brésiliens et les Californiens, plus qu'à la limite avec le modèle français, pour essayer de me renseigner au maximum. La question, finalement,
de est-ce qu'on a une évaluation des stratégies de politique publique, hein, et est-ce qu'on est capable de dire si un couvre-feu à 18 heures, quelles conséquences il a, un confinement light ou un confinement dur. Alors, c'est une vraie grande question qui est difficile dans un contexte de crise et qui n'est pas dans les habitudes françaises. Hein. L'évaluation de politique, de stratégie de politique publique, que ce soit dans le domaine de la santé, on évalue finalement les décisions qui ont été prises pour savoir de telle ou telle façon. Néanmoins, là, elles se sont faites. Hein. Elles se sont faites. Et ce qu'on peut dire, c'est que, par exemple, sur votre question autour du couvre-feu à 18 heures, où on a maintenant une expérience sur un certain nombre de territoires de façon un peu plus ancienne et plus récente, et on a 14-15 jours sur les plus récents, il y a une efficacité pas majeure, mais un petit peu sur la circulation, je dirais, du virus en général, mais aucune efficacité sur la circulation et sur la pénétration des variants. Voilà, je vais la faire simple en termes de résumé, c'est-à-dire qu'on contrôle globalement avec le couvre-feu, qui est quand même déjà quelque chose de difficile, à 18 heures, finalement une circulation du virus et donc les conséquences qu'il peut y avoir, hein, mais néanmoins quand même, avec certaines zones où ce n'est pas du tout contrôlé, et on le voit bien, en particulier en région PACA ou en région Franche-Comté, où là, la circulation n'est absolument pas contrôlée par le couvre-feu à 18 heures. Il manque donc quelque chose, et là-dessus vient se rajouter le problème de la pénétration du variant. Est-ce qu'une stratégie de territoire pourrait être mise en place? Oui, elle a été jusqu'à maintenant peu appliquée. Après, et nous l'avons en effet recommandé comme un des scénarios possibles, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui associerait un couvre-feu strict, voire y compris pendant le week-end, plus du confinement sur certaines régions qui seraient particulièrement touchées, donc avec une politique de territoire. Alors, elle est possible, il faut qu'elle soit pleinement bien expliquée là aussi, parce que vous imaginez que les régions qui sont confinées, celles qui ne le sont pas, au nom de quoi, sur quels marqueurs, sur quels indices, sur quoi se base ce type de décision, mais c'est explicable. Il y a des marqueurs, et c'est la question que vous posez, vous les connaissez d'ailleurs, ils sont donnés sur lesquels on pourrait s'appuyer, et en particulier, un des marqueurs, vous avez bien compris, qui va être très important là dans les semaines qui viennent, c'est le pourcentage de variants, hein, dans telle ou telle zone, hein, qui va être particulièrement important. Après, par rapport à une stratégie plus globale de type l'ensemble du territoire, là, c'est à mes yeux véritablement aussi une décision du politique. Alors, sur l'ensemble des questions, M. Milani, que vous m'avez posées à la fin, les traitements, ça c'est une excellente question, parce qu'on est focalisé sur les vaccins, et je vous ai dit tout à l'heure, vous ne l'avez peut-être pas noté, que je croyais beaucoup à la période des traitements qui allaient arriver. Pourquoi ? Parce que les vaccins vont permettre de protéger les plus anciens contre les formes graves. Mais d'abord, on ne va pas tous les protéger. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, je dirais, à la fois pour ceux qui n'ont pas bien répondu au vaccin, et en attendant qu'ils soient vaccinés, est-ce qu'une des solutions, en effet, ne serait pas de traiter immédiatement les plus anciens de façon à réduire la mortalité-morbidité? Alors pour ça, est-ce qu'on a des outils? Alors on commence, alors d'abord on a une longue période sans traitement. Ah, vous connaissez ma position, elle est écrite dans un avis du Conseil scientifique de juillet. On a attendu d'avoir l'ensemble des résultats des grands essais internationaux, je dirais, pour prendre une position claire. Nous n'avons pas de médicaments spécifiques ayant fait la preuve de son efficacité directement dirigés contre le Covid jusqu'à la période jusqu'à la fin de l'année, en tout cas 2020. Hein. Donc c'est vrai pour l'hydroxychloroquine, c'est vrai pour le remdesivir, c'est vrai pour les anciens traitements du VIH comme le Kaletra, il n'y a pas de traitement. Alors quelles sont les nouvelles ? On a les anticorps, les cocktails d'anticorps monoclonaux, qui sont des anticorps dirigés contre certaines protéines du virus, et en particulier la protéine Spike, qui viennent là lors de 3 essais de faire la preuve de leur efficacité, qui doivent être donnés très tôt,
très tôt. Parce que, en fait, une des vraies questions autour des traitements, c'est non seulement les molécules qu'on utilise, mais c'est le moment où on les donne. Et vous savez qu'il y a plusieurs parties dans cette maladie. Il y a une partie virale, puis ensuite il y a une partie inflammatoire, puis après il y a une partie pour les formes graves. Et si on donne ces anticorps monoclonaux de façon très précoce, on peut, je dirais, bloquer la multiplication du virus. Un deuxième traitement, et probablement tourne autour des traitements par l'interféron, et sur lesquels il y a une série interféron alpha ou interféron bêta, et sur lesquels il y a une série d'essais qui démarrent suite à des études physiopathogéniques d'un Français, Jean-Laurent Casanova, qui a pu mettre en évidence ce mécanisme de défaut de production de l'interféron, en particulier dans les formes graves. Et puis on a un ou deux nouvelles molécules de deuxième ou de troisième génération, c'est-à-dire directement ciblées comme antiviraux contre le virus lui-même, qui sont en phase 1 et 2, sur lesquels je ne peux rien dire, mais sachez qu'il y a de la recherche dessus. Et puis enfin, on a des stratégies qui pourraient s'appuyer sur les sérums issus de convalescents et ou de convalescents vaccinés, c'est-à-dire qui ont une réponse immunitaire extrêmement forte, boostée éventuellement par le vaccin et qui pourraient être utilisés. Donc voilà. Sur la transparence, sur la vitamine D dans les traitements, oui, les données sont pas, je dirais, massives mais je veux dire, on est tous, en particulier chez les sujets âgés, de mon âge d'ailleurs, pendant la période d'hiver, plutôt en carence de vitamine D. Donc, à condition de ne pas se bourrer de vitamine D tous les jours, qui peut entraîner une pathologie, et de prendre raisonnablement son ampoule de cholécalciférol une fois par mois, eh bien, ça ne peut pas faire de mal, je dirais, dans la lutte globale contre le virus. Mais il faut être prudent, surtout de ne pas prendre de la vitamine D tous les jours, parce que les intoxications à la vitamine D, ça existe. La transparence et la Bibio, oui, les avis du comité scientifique sont sur le site du ministère. On n'a pas de site propre. Ils sont parfaitement donc accessibles au grand public. La Bibio sur les études épidémiologiques sur lesquelles on s'appuie et dans nos avis, il y a une bibliographie en général dans la plupart de nos avis. Et puis par ailleurs, le site de Pasteur, où il y a un des modélisateurs qui est issu de l'Institut Pasteur, a mis aussi sur ces fameux calculs, en effet, de survenue d'incidence d'hospitalisation. Ils sont maintenant publics depuis début décembre. Confiner les plus âgés. C'est un débat difficile. Je le présenterai autrement. Je dirais que dans le contexte actuel, proposer aux personnes les plus âgées, les plus fragiles, d'effectuer une sorte d'auto-isolement ou de protection, plutôt, appelons-le comme ça, d'auto-protection individuelle, peut être proposé. Mais c'est à eux de décider. C'est eux qui décident. Ce n'est pas, et on est là, on est dans le respect de la personne, ce sont eux qui décident. Et c'est leur rappeler, en effet, que ce que je vous disais sur la contamination est possible, y compris chez soi à domicile, pour une personne qui pense se protéger, qui à la limite ne va plus faire ses courses, mais accueille une ou deux personnes chez elle sans prendre de précautions. Il faut pas la couper du reste de son tissu social, on est tous d'accord là-dessus, mais lui rappeler les règles de protection, y compris chez elle et au moment des repas en particulier. Donc, est-ce que ça suffirait ? C'est la deuxième question, cette stratégie. La réponse est non. Parce que, et heureusement, il y a une porosité intergénérationnelle en France qui existe entre la population la plus jeune, les parents et les grands-parents. Et c'est humain, et on ne va pas le changer. Et donc, cette porosité conduit, à partir du moment où on a trop de circulation du virus dans la population jeune, à une transmission progressive dans la population la plus âgée. On a toutes les données là-dessus qui montrent cette porosité dans ce qui s'est passé au mois de septembre sur un certain nombre de grandes métropoles où on voit au départ une transmission et une circulation du virus uniquement dans la population jeune avec ce qui s'est passé au début des rentrées universitaires, etc. Et puis progressivement, ça rentre dans la population la plus âgée. Je vous rappelle que la Suède qui a eu cette attitude, finalement, de laisser vivre, entre guillemets, en auto-isolant plus ou moins bien d'ailleurs les populations âgées, est revenue complètement
complètement à 180 degrés sur sa stratégie il y a maintenant 2 mois. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai répondu à peu près à une série de vos questions. Non, j'ai encore noté les conflits d'intérêts, pardon. Les conflits d'intérêts au sein le complotisme, les conflits d'intérêts. Oui, il y a, ne confondons pas, une fois de plus, ce qui est conflit d'intérêts et ce qui est la déclaration d'intérêt. Oui, bien sûr, je l'ai demandé à l'ensemble des membres du conseil scientifique. Il y a un règlement intérieur, d'ailleurs, qui est disponible également sur le site. Comme on s'est assez peu intéressé à l'aspect des traitements, comme je vous l'ai indiqué, il n'y a pas tellement eu finalement d'enjeu majeur là-dessus. Néanmoins, j'ai demandé quand même à 2 ou 3 personnes, chaque fois qu'on parlait des traitements, de se retirer de la discussion et de se mettre ce qu'on appelle en débord, et on l'a fait très, très régulièrement. Moi-même, je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêt. Est-ce que je me suis fait vacciner? La réponse est oui. Et je me suis fait vacciner. Je rappelle que j'ai 72 ans, donc que je n'ai pas droit au vaccin, mais que je suis soignant puisque j'ai une consultation à Bicêtre, et que c'est à ce titre-là, en tant que soignant ayant une consultation dans mon hôpital, que j'ai été vacciné. J'ai eu une première vaccination avec le vaccin Pfizer. Écoutez, je crois que j'ai répondu à peu près à l'ensemble de vos questions. Je confirme. Alors, dans toute la liste que j'avais marquée, juste la solidité des études, des dossiers montés par Pfizer, Moderna à travers l'ensemble. Écoutez, la question serait plus en fait pour Alain Fischer ou Marie-Paul Kenny, qui ont étudié dans le détail, non seulement les publications que moi j'ai vues, bien sûr, mais le dossier d'enregistrement auquel ils ont eu accès. Ils sont des dossiers qui font 500, 600 pages, etc. Pour en avoir discuté avec eux, en tout cas pour les 2 dossiers mRNA, il semble que ce soit des dossiers extrêmement solides. Bon. Après, on est dans une atmosphère de pression, d'accélération, éventuellement des dossiers d'AMM. Ce qui me rassure un peu, c'est, vous voyez, le délai avec lequel que prend en particulier l'agence européenne pour donner un feu vert pour le vaccin AstraZeneca. Alors certains prennent cet état en disant « Regardez une fois de plus comme les Européens sont lents pour donner un feu vert ». On peut aussi se dire que peut-être s'ils ne donnent pas le feu vert aussi rapidement que ça, c'est que le dossier pose un certain nombre peut-être de questions sur la totale solidité de ce vaccin et sur le fait qu'il n'est peut-être pas tout à fait à la hauteur, que, étant un vaccin intéressant néanmoins, probablement, il n'est peut-être pas à la hauteur en termes de résultats des 2 vaccins mRNA. Donc il y a quand même un processus d'évaluation qui est sous pression, et c'est là où il faut faire attention, à la fois au niveau de l'Europe et de la FDA américaine. Vous avez vu que pour la première fois, je trouve ça très important parce que ça rejoint les aspects de démocratie sanitaire, la FDA a fait la discussion publique de l'acceptation des vaccins Pfizer et des vaccins Moderna. Je crois que c'était 10 heures de séance, et 10 heures c'était public et c'était sur le net. C'est la première fois que ça arrive à la FDA, où en général on considère que ce type de discussion est d'ordre scientifique et un peu privé par certains côtés, et là ils ont souhaité le rendre public. C'est aussi une des forces, je sais qu'on l'a beaucoup discuté récemment, mais de la démocratie américaine, et je pense qu'il faut qu'on en prenne un certain nombre de leçons. Moi, c'est un de mes regrets, je vais vous dire, c'est un peu tard et puis c'est difficile, mais c'est de ne pas, d'une certaine mesure, rendre de temps en temps des séances du comité scientifique public.